Vous savez, mes enfants ont dit que le corps a une mémoire. La mienne, elle ne se souvient pas des caresses de ma jeunesse, ni de la chaleur du soleil sur ma peau. Non, la sienne est une mémoire de pierre et de sable, une mémoire de l'aube glacée dans le désert, et des longues heures à genoux dans la poussière. Chaque matin, à 5h30, sans faute, elle me le rappelle. C'est pas un choix, c'est un héritage. Un écho des années passées a déterré les secrets de la terre, quand l'aube était le seul moment de fraîcheur, le seul moment où le travail était possible. Le corps se souvient même quand l'esprit voudrait tant oublier. Aujourd'hui ne fait pas exception. Dehors, le ciel est encore d'une couleur d'encre. Et je suis déjà assise au bord de mon lit, rassemblant le peu de force que la nuit m'a laissé pour le premier défi de la journée, me mettre debout. Chaque mouvement est une stratégie, une bataille silencieuse. La jambe droite d'abord. Elle est moins douloureuse le matin. S'appuyer sur la table de chevet. Hisser la gauche. Inspirer, expirer, se lever. La douleur vive comme un éclat de silex fuse de ma hanche à mon genou. Je suis là oscillant un instant comme un roseau dans le vent, mais je suis debout. Une petite victoire. La première des nombreuses que je devrais remporter aujourd'hui. Ma canne attend fidèle appuyée contre le mur. Une amie sans laquelle je n'oserais plus faire un pas. Le bois de pommier est poli par des années de contact avec ma paume, il a pris la forme de ma main, la chaleur de ma vie. Je l'ai acheté au Caire en 1978 après ma première crise d'arthrite. À l'époque, c'était plus un accessoire, une coquetterie d'exploratrice. Aujourd'hui, c'est le prolongement de mon bras. La salle de bain est à 4 pas de la chambre. Autrefois, je parcourais des kilomètres de dunes sous un soleil de plomb pour atteindre un site de fouille. Maintenant, chaque pas est un effort conscient, mesuré. Le miroir impitoyable me renvoie la vérité. Hélène Dubois, 83 ans. Des cheveux gris rassemblés en un chignon un peu lâche. Un visage modelé de rides, comme une vieille carte où 1000 chemins ont été tracés. Mais les yeux sont les mêmes. Bleu clair des yeux, qui ont vu des choses que la plupart des gens ne voient que dans les musées. Je passe pas beaucoup de temps à me préparer. Une robe simple, des chaussures confortables, sans talons, un souffle de poudre sur le nez. La vie sur le terrain m'a appris cela, l'essentiel, rien que l'essentiel. Je descends l'escalier en me tenant à la rampe des 2 mains. 15 marches. Je les compte chaque fois comme un chapelet. La bouilloire chante déjà quand j'arrive dans la cuisine. Ma maison à Saint-Germain-en-Laye n'est pas une simple demeure. C'est un musée. Le musée de ma vie. Les murs du salon sont ornés de photographies de nos expéditions. Moi jeune et souriante dans la vallée des rois. Moi le visage couvert de poussière au milieu des ruines de Persépolis. Moi avec mon chapeau et ma pelle au bord d'une fouille en Mésopotamie aux côtés d'Étienne. Sur les étagères, des souvenirs du monde entier. Une tablette d'argile avec des inscriptions cunéiformes protégées par une cloche de verre. Une copie, bien sûr, l'original est au Louvre. Des perles de pierre provenant d'une sépulture antique. Un fragment de poterie vieux de 3000 ans. Le thé réchauffe mes vieux os. Je m'assois près de la fenêtre et je regarde la rue s'éveiller. Monsieur Patterson promène son chien. Madame Hollande ramasse son journal. Un matin ordinaire, dans une banlieue ordinaire, aucun d'entre eux ne sait que parmi eux vit une femme qui a tenu dans ses mains des artefacts fabriqués bien avant que le Christ ne marche sur la terre. Le facteur passe à 9h. J'entends le claquement de la boîte aux lettres et je me dirige lentement vers la porte d'entrée. Parmi les publicités et les factures, il y a une enveloppe avec le logo de la Sorbonne. Mon cœur fait une cabriole comme si j'avais 10 à 8 ans et non 4, 23. À l'intérieur, une lettre d'Harris Wilmot, mon ancien étudiant aujourd'hui, professeur d'archéologie. « Cher professeur Dubois », écrit-il bien, qui me connaissent depuis 40 ans. Une récente expédition en Syrie a mis au jour des fragments de céramique qui ressemblent étrangement à ceux que vous avez décrits dans votre article de 1983. Votre opinion serait inestimable. 6 juin des photographies. J'examine les clichés avec une loupe. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, mais je distingue encore les fines hachures sur l'argile. Cela ressemble vraiment aux artefacts que j'avais trouvés dans la vallée de l'Euphrate. Si c'est vrai, cette découverte pourrait changer notre compréhension des routes migratoires des tribus anciennes. Le téléphone sonne interrompant mes pensées. C'est un son qui me fait toujours sursauter.
Des années sur le terrain m'ont appris à traiter les bruits inattendus comme des dangers potentiels. Un éboulement, un serpent des pilleurs de tombes armées. « Maman, tu es à la maison. » La voix de Jean-Pierre, mon fils unique, a cette intonation particulière qu'il me réserve. Un mélange d'impatience et de condescendance, comme s'il parlait à une enfant. « Non, je suis sur l'Everest », je réponds sèchement. « Bien sûr que je suis à la maison. Où veux-tu que je sois ?» Il ignore mon ironie. Je passe dans 1 heure. On doit discuter de l'invitation de Chloé pour le barbecue de samedi. Jean-Pierre passe toujours, il ne rend jamais visite. C'est comme si j'étais une étape sur son itinéraire, pas une destination. J'ai l'habitude, cependant. Depuis la mort d'Étienne, il y a 5 ans, je suis devenue une sorte de corvée pour mon fils. Quelque chose à faire entre le travail et le golf. J'ai le temps de préparer un thé frais et même de faire quelques madeleines. Jean-Pierre n'apprécie pas ma pâtisserie. Christine, sa femme, le maintient à un régime strict, mais je l'ai fait quand même. Cela me rappelle le temps où mon petit garçon attendait avec impatience que je sorte la plaque du four. Ce petit garçon a disparu depuis longtemps, laissant à sa place un homme de 59 ans, avec un début de calvitie et des sourcils en permanence foncés. Jean-Pierre entre sans frapper comme d'habitude. Grand dans un costume d'affaires, il a l'air étranger dans ma maison, rempli d'antiquités et de souvenirs. « Maman !» Il m'embrasse sur la joue sans se pencher. Je dois me hisser sur la pointe des pieds, ce qui fait hurler mes genoux. « Tu as bonne mine. » C'est la phrase standard, il la prononce sans me regarder. Ses yeux parcourent déjà la pièce, cherchant des signes de ma défaillance. De la vaisselle non lavée, de la poussière sur les étagères, n'importe quoi, qui confirmerait sa conviction que je ne m'en sors pas bien toute seule. Un thé ? Je propose en le servant déjà. Seulement s'il n'est pas sucré, répond-il bien qu'il sache que je lui sers toujours son thé sans sucre. Nous nous asseyons dans le salon Jean-Pierre, sur le bord du canapé, comme s'il était prêt à bondir à tout moment. Et moi dans mon fauteuil préféré avec des accoudoirs qui m'aident à me relever. Alors le barbecue commence Jean-Pierre en sirotant son thé. Samedi 15 heures. Chloé tient vraiment à ce que tu viennes. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Chloé, ma petite fille, se souvient à peine que j'existe. Mais ce sont les règles du jeu. Faire semblant que nous sommes une famille normale et aimante. J'ai reçu une lettre intéressante aujourd'hui, dis-je en désignant l'enveloppe de la Sorbonne. Harris Wilmot me demande mon avis sur une nouvelle découverte. Jean-Pierre jette un regard fugace à la lettre. « Cet étudiant à toi, demande-t-il sans grand intérêt. Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé un autre vieil os ? Des fragments de céramique. » Je réponds en essayant de ne pas montrer mon irritation. Il pourrait confirmer ma théorie sur les routes commerciales. « Maman !» m'interrompt Jean-Pierre en regardant sa montre. « Peux-tu être au barbecue, Léo sera là aussi ?» Il ne t'a pas vu depuis un moment. Léo, mon petit-fils, le seul membre de la famille qui appelle parfois juste pour le plaisir, pas parce qu'il y a quelque chose à discuter ou à signaler. « Bien sûr, je serai là. J'accepte. Est-ce que je dois apporter quelque chose ?»« Non, tu n'as besoin de rien, » répond rapidement Jean-Pierre. La dernière fois que j'ai apporté une tarte maison à une réunion de famille, Christine l'a mise de côté avec ostentation prétextant des ingrédients inconnus. « Je passerai te prendre à 14h30, ajoute Jean-Pierre en se levant. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est aussi une question rituelle. La bonne réponse est « non merci, j'ai tout ce qu'il me faut ». Toute autre réponse mettra Jean-Pierre en colère, une colère qu'il essaiera de cacher, mais que je verrai quand même. En fait, je décide de tenter, je devrais aller à la pharmacie pour acheter de nouvelles piles pour mon appareil auditif. Jean-Pierre plisse le nez comme si je lui avais demandé de m'escorter sur la lune. « Maman, j'ai une réunion importante aujourd'hui. Et demain. Ou tu peux commander une livraison. » « Bien sûr. » Je souris. Je plaisantais. J'en ai de rechange. C'est un mensonge, mais cela nous évite à tous les deux une situation embarrassante. Jean-Pierre hoche la tête avec soulagement, m'embrasse à nouveau sur la joue et s'en va en promettant d'appeler demain. Nous savons tous les deux qu'il n'appellera pas. La porte se referme et la maison se remplit à nouveau de silence. Je me tourne vers la lettre d'Harris. C'est là que se trouve la vraie vie. Je pense qu'il y a plus de chaleur et d'humanité dans ces fragments d'argile que dans la visite de mon propre fils. Je m'assois à ma vieille machine à écrire Underwood. J'ai un ordinateur, mais mes doigts tordus par l'arthrite s'accommodent mieux des touches mécaniques. Je commence à taper une réponse à Harris
exposant mes réflexions sur la découverte. Le cliquetis des touches remplit la pièce d'un son rythmé qui me rappelle le temps où j'écrivais des rapports de terrain à la lueur d'une lampe à pétrole. Les souvenirs m'envahissent comme une vague. Étienne, penché sur la fouille, ses mains bronzées, brossant doucement le sable de ce qui s'avérerait être une dague en bronze. Notre première expédition ensemble en Syrie en 1967. J'étais une jeune diplômée. Il était déjà un archéologue de renom. Lorsque nous avons trouvé la tombe royale de Tel Khalafa, c'est moi qui ai remarqué en premier l'ornementation unique sur les murs qui a changé la datation de tout le complexe. Étienne n'a jamais caché mes mérites, me citant toujours comme co-auteur dans les publications, même lorsque cela provoquait des haussements de sourcils de la part de ses collègues. « Hélène voit ce que les autres manquent », disait-il lors des conférences, et il y avait de la fierté dans sa voix. Dans notre maison, il n'y a jamais eu de division entre le travail des hommes et celui des femmes. Quand Jean-Pierre est né, nous l'emmenions à tour de rôle à nos cours pendant que l'autre était sur le terrain. En grandissant, il nous rejoignait sur les expéditions. Je me souviens de Jean-Pierre, à 8 ans, tenant un tesson de poterie antique avec des yeux brillants. « Maman, je serai archéologue aussi », avait-il promis. Mais quelque chose a changé à l'adolescence. Jean-Pierre a commencé à avoir honte de nos métiers étranges, de nos longues absences de notre maison remplie de livres et d'artefacts, au lieu de meubles design. Il a choisi la profession la plus normale qu'il pouvait trouver, expert comptable. Il a épousé Christine aussi terre à terre et pragmatique que lui, et il a commencé à nous regarder, Étienne et moi, comme de vieux excentriques qui gaspillaient leur vie dans des fouilles inutiles. Étienne est mort d'une crise cardiaque sur le terrain à l'âge de 80 ans, en faisant ce qu'il aimait le plus. Ses derniers mots furent « Hélène, regarde, il y a quelque chose qui brille là-bas. » Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il avait remarqué dans le sable. Après sa mort, Jean-Pierre a insisté pour que je me rapproche de lui et de Christine. « Tu as besoin de surveillance, maman », a-t-il dit comme si j'étais une enfant ou un animal de compagnie. J'ai accepté de déménager à Saint-Germain-en-Laye, mais j'ai insisté pour avoir ma propre maison. Petite mais à moi. Je termine la lettre à Harris la relit et la mets dans l'enveloppe. Je la posterai demain. Ce sera une bonne excuse pour une promenade. Mes jambes ne sont plus les mêmes, mais le médecin dit que le mouvement est essentiel. Je passe la soirée à feuilleter de vieux albums photos. Voici Jean-Pierre tenant sa fille, nouveau-née Chloé. Voici Léo à sa remise de diplôme du lycée. Voici Étienne et moi sur un site de fouilles en Égypte. Tous deux bronzés, les cheveux grisonnants, flottant au vent. Heureux. Le sommeil ne vient pas tout de suite. Je reste allongée dans le noir, écoutant le tic-tac de l'horloge et pensant au barbecue à venir. Une partie de moi veut se désister prétextant une mauvaise santé. Mais l'autre partie, celle qui a passé la moitié de sa vie dans le sable et la poussière, surmontant la chaleur, le froid et l'épuisement physique, me rappelle qu'Hélène Dubois n'est pas du genre à reculer devant la difficulté. Même si cette difficulté est sa propre famille. Le samedi est arrivé bien trop vite. Je me suis réveillée avec une lourdeur dans la poitrine que je ne pouvais pas attribuer à l'arthrite ou à l'âge, un pressentiment. En 83 ans de vie, j'avais appris à faire confiance à mon intuition. C'est elle qui m'avait conduite à l'entrée cachée de la tombe de Deir el-Bahari alors que tous les autres explorateurs étaient passés à côté. Aujourd'hui, elle criait « Reste à la maison ». Mais je ne l'ai pas écoutée. J'ai choisi une robe en coton bleu clair, assez élégante, pour un événement familial, mais toujours confortable. J'ai dû lutter avec les bijoux. Mes doigts ne sont plus aussi habiles avec les fermoirs. Je me suis contentée de la broche en argent qu'Étienne m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage, un petit scarabée d'argent avec des incrustations de turquoise, une réplique de l'artefact réel que nous avions trouvé ensemble. Jean-Pierre est venu me chercher à 14h30 précise. Une telle ponctualité était un héritage de son éducation. Étienne avait toujours dit « En archéologie, comme dans la vie, être en retard peut vous coûter une découverte ». Sauf que son fils appliquait ce principe à la comptabilité, pas aux fouilles. « Prête, maman ?» demanda-t-il en franchissant à peine le seuil. Son regard glissa sur moi évaluateur. « Tu portes ça? Il va faire chaud. » « J'ai passé 2 décennies dans le désert, Jean-Pierre, dis-je sèchement. Je pense que je peux supporter la chaleur de la banlieue parisienne.
Il haussa les épaules, un geste que j'avais appris à interpréter comme inutile de discuter avec une vieille femme, et prit mon sac petit mais lourd à cause d'un cadeau pour mon arrière-petite-fille. J'avais trouvé une boîte à musique ancienne, je l'avais restaurée, et remplie de petits trésors, des galets colorés que j'avais ramenés du monde entier. Chacun avec une histoire que Léa, 4 ans, n'appréciera probablement pas, maintenant mais peu, être un jour. Le trajet jusqu'à la maison de Chloé a duré 20 minutes. Jean-Pierre conduisait en silence, répondant occasionnellement à mes tentatives de conversation par des phrases d'un seul mot. Je lui ai parlé de la lettre d'Aris, de l'importance possible de la nouvelle découverte. Il a hoché la tête avec ce détachement particulier qui parlait plus clairement que les mots. Ça ne l'intéressait pas. La maison de Chloé et de son mari Nate est une manifestation typique du rêve français tel qu'imaginé par la jeune génération. 2 étages, une pelouse impeccablement entretenue et une aire de jeu dans le jardin. Un garage pour 2 voitures, une terrasse avec un barbecue, une piscine pas très grande mais suffisante pour impressionner les voisins. Quand nous sommes arrivés, la fête battait déjà son plein. Des voitures garées remplissaient l'allée et une partie de la rue. Jean-Pierre m'a aidé à sortir de la voiture plus par sens du devoir que par sollicitude. Sa main sous mon coude était tendue comme s'il avait peur que je m'effondre à tout moment. « Essaie de ne pas ennuyer tout le monde avec tes histoires de fouilles », m'a-t-il prévenu alors que nous approchions de la maison. « Les amis de Nate du bureau seront là, des gens normaux. Contrairement à toi, les mots n'ont pas été prononcés, mais je les ai entendus clairement. » Dans sa voix, il y avait la même gêne que j'avais vue sur son visage d'adolescent quand il m'avait demandé de ne pas porter ces trucs ethniques bizarres aux réunions de l'école. Chloé nous a accueillis à la porte avec un sourire étrange et un baiser en l'air qui n'a pas touché ma joue. « Grand-mère, tu as pu venir !» s'est-elle exclamée avec un enthousiasme fin. « C'est merveilleux. Tout le monde est déjà dans le jardin. Entrez. » En la suivant à travers la maison, j'ai remarqué qu'aucune de mes photos ou de mes cadeaux n'était visible dans ces pièces impeccablement décorées. Les photos de famille des parents de Nate trônaient sur la cheminée. Le jardin était un labyrinthe pour une femme avec une canne. Une pelouse inégale, des jouets d'enfants, éparpillés des chaises, en osier trop rapprochés. Chaque pas exigeait de la concentration. J'avançais lentement, en m'appuyant sur ma canne, la sentant s'enfoncer dans la terre molle. Personne ne m'a offert un bras. Personne n'a même remarqué ma difficulté. Christine était assise dans un cercle de femmes discutant d'un nouveau club de fitness. Elle m'a fait un signe de tête sans interrompre la conversation. Léo, mon petit-fils, était occupé à régler la musique. Il m'a aperçu et m'a fait un signe de la main mais ne s'est pas approché. Nate s'affairait autour du gris entouré d'hommes avec des bouteilles de bière. Je me suis frayé un chemin jusqu'à la chaise disponible la plus proche et je m'y suis assise avec précaution en essayant de ne pas froisser mes genoux endoloris. Léa, mon arrière-petite-fille, jouait avec les autres enfants dans le coin le plus éloigné du jardin. Je lui ai fait un signe, mais elle était trop absorbée pour le remarquer. « Tiens. » Jean-Pierre m'a tendu un verre de citron pressé. « Ne le renverse pas. » C'était comme si j'étais une enfant maladroite, pas une femme, qui avait tenu des artefacts fragiles, vieux de milliers d'années. J'ai accepté le verre avec un sourire qui, je l'espère, ne reflétait pas mon amertume. Le temps s'écoulait lentement. Les conversations autour de moi portaient sur des sujets auxquels je ne pouvais pas participer. Les potins de bureau, les derniers modèles de voitures, des débats politiques qui semblaient se dérouler dans une autre langue. J'étais assise observant tout le monde, comme une anthropologue observant une tribu inconnue, essayant de déchiffrer leurs coutumes et leurs rituels. Finalement, Léo s'est assis à côté de moi, tenant une assiette de nourriture. « Grand-mère, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. » Ses yeux, les yeux d'Étienne attentifs et intelligents, me regardaient avec un intérêt sincère. De toute la famille, seul Léo avait hérité de ce trait, la capacité de vraiment voir la personne à qui il parlait. « J'ai reçu une lettre de la Sorbonne, dis-je heureuse de l'occasion de partager. Tu te souviens du professeur Wilmot ? Il me demande conseil sur une nouvelle découverte. » « Vraiment ?» Léo avait l'air impressionné. « Quelle est la découverte ?» J'ai commencé à lui parler des fragments de céramique, de la possible révision des routes commerciales, de l'importance de cette découverte pour la compréhension de la migration des peuples anciens. Léo écoutait posant des questions qui montraient sa compréhension.
Enfant, il était le seul à demander que je lui rapporte non pas des souvenirs, mais des livres d'histoire de mes voyages. Toujours en train d'embêter les gens avec tes vieux os, maman, la voix de Jean-Pierre a interrompu notre conversation. Il se tenait au-dessus de nous, une bouteille de bière à la main, avec ce sourire condescendant qu'il réservait pour quand il voulait me remettre à ma place. Je racontais à Léo l'enquête de la Sorbonne, ai-je répondu calmement. Des os, des tessons, des livres poussiéreux. Jean-Pierre a secoué la tête se tournant vers Léo. Elle a toujours été obsédée par ces trucs. Quand j'étais gamin, mes amis pensaient que mes parents étaient des pilleurs de tombes. Techniquement, a objecté Léo, des archéologues. Oui, oui, je sais, a dit Jean-Pierre. Mais sérieusement, maman, personne ici ne veut entendre parler d'artefacts vieux de 1000 ans. Pourquoi ne pas nous dire comment tu aimes le nouveau système de sécurité que j'ai installé chez toi? Il fonctionne très bien, ai-je menti. En fait, je l'avais éteint le premier jour. Les alertes sonores constantes me rendaient folle. Jean-Pierre a hoché la tête et s'est éloigné. Et Léo s'est excusé et est parti disant qu'il devait aider Nate avec le grill. J'étais de nouveau seule. La chaleur devenait insupportable. Mon appareil auditif a commencé à siffler, signe d'une batterie faible. J'ai discrètement baissé le volume, mais ça n'a pas aidé. Maintenant, les conversations autour de moi semblaient déformées, comme si elles provenaient de sous l'eau. J'ai décidé d'aller voir Léa pour lui donner son cadeau. En me levant de ma chaise, j'ai senti un vertige, une combinaison de chaleur, de fatigue et probablement des médicaments que j'avais pris ce matin. En m'appuyant sur ma canne, j'ai traversé lentement la cour. La piscine était entourée d'une basse clôture décorative. Je la contournais quand j'ai entendu la voix de Jean-Pierre. « Hé, maman, tu veux aller nager ?» Je me suis retournée et c'est là que j'ai senti une poussée dans mon dos. Forte, ferme, pas un contact fortuit. Ma canne m'a glissé des mains. Le monde a basculé. L'eau a frappé comme un mur de béton. Froid, choc, panique. J'ai été complètement submergée, mes vêtements trempés me tiraient vers le bas. L'appareil auditif a émis un grincement perçant puis s'est tu. L'eau chlorée me piquait, les yeux remplissaient mon nez et ma bouche. J'ai essayé de remonter, mais mes bras et mes jambes arthritiques ne voulaient pas bouger. La robe lourde s'enroulait autour de mes jambes, comme un linceul. Par miracle, j'ai refait surface cherchant de l'air. À travers la brume dans mes yeux, j'ai vu des visages tournés vers moi. Des visages rieurs. Jean-Pierre se tenait au bord de la piscine, tenant ma canne, souriant largement. « Rafraîchis-toi, maman !» a-t-il crié, et tout le monde autour a éclaté de rire. J'ai essayé de m'agripper au bord, mais mes doigts glissaient. Chaque mouvement faisait souffrir mes articulations. L'eau froide a aggravé la douleur dans mes genoux et mes hanches arthritiques. Je ne pouvais pas sortir seule. « Aidez-moi !» ai-je murmuré, mais personne n'a entendu ou n'a voulu entendre. Les rires continuaient. Quelqu'un filmait la scène sur son téléphone portable. J'entendais des bribes de commentaires. On dirait une sirène, une vieille sorcière des mers, que quelqu'un lui jette une bouée. L'humiliation me piquait plus que le chlore dans mes yeux. Moi, Hélène Dubois, dont le nom figure dans les manuels d'archéologie, dont les découvertes ont changé la compréhension des civilisations anciennes. Je me débattais dans la piscine, comme un singe de cirque, pour l'amusement de la foule. Soudain, Léo était là. Sans un mot, il a sauté dans la piscine, tout habillé, et m'a tiré par les bras. « Accroche-toi à moi, grand-mère », a-t-il dit doucement, pour que seul moi puisse entendre. « Je vais te sortir de là. » Avec son aide, j'ai finalement réussi à sortir de l'eau. Léo m'a confié à Nate, qui, à son crédit, m'a aidé à m'allonger sur la chaise longue la plus proche. Les rires se sont-tu remplacés par des toux gênés et de fausses expressions d'inquiétude. Mon Dieu, maman, c'était une blague. Jean-Pierre s'est approché avec une serviette. « Tu as toujours été si dramatique. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. L'eau dégoulinait de mes cheveux gris, de mon nez, de mon menton. La robe collait à mon corps, soulignant la maigreur vieillissante que je cachais habituellement soigneusement sous des vêtements amples. La broche scarabée avait disparu emportée par l'eau, tout comme ma dignité. Chloé s'agitait à proximité, feignant l'inquiétude. « Grand-mère, il faut que tu te changes. J'ai des affaires qui t'iront. Je veux rentrer à la maison. » dis-je, et ma voix me parut étrangère même à moi-même. « Mais nous n'avons pas encore eu le dessert, » a objecté Chloé. « Et Léa voulait te montrer son nouveau vélo. »« Je veux rentrer à la maison, » dis-je plus fermement.
Maintenant. Il y eut un silence. Je sentais les yeux de tout le monde sur moi, une vieille femme mouillée et grelottante, exigeant d'être ramenée de la fête de famille. Je pouvais voir le jugement dans leurs yeux, comme si j'avais gâché la fête, plutôt que d'être la victime d'une blague cruelle. « Je te raccompagne, grand-mère », a offert Léo, encore trempé. « Ne sois pas idiot », est intervenu Jean-Pierre. « Tu es trempé. Je la ramène. » Il parlait de moi à la troisième personne, comme si je n'étais pas là, ou comme si j'étais un objet inanimé qu'il fallait déplacer d'un endroit à un autre. Léo m'a aidé à me lever. Ma canne que quelqu'un avait rapportée était mouillée et glissante dans ma main. Je me suis appuyée sur mon petit-fils, sentant mes jambes trembler. La douleur dans mes articulations était devenue presque insupportable. L'appareil auditif était silencieux, probablement ruiné par l'eau. « Voici ton sac, grand-mère !» Léo m'a tendu mon sac, qui était également trempé. Le cadeau pour Léa était probablement abîmé. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous nous sommes dirigés lentement vers la sortie. J'ai entendu Christine dire à quelqu'un « Elle a toujours été comme ça. Elle aime faire des scènes. » Des rires en réponse. Jean-Pierre marchait devant sans se retourner. Son dos exprimait l'irritation par toutes ses courbes tendues. Il ne m'a pas offert sa main, ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il marchait simplement vers la voiture, comme s'il accomplissait un devoir désagréable. Alors que nous passions devant le coin des enfants, Léa a couru vers moi. « Grand-mère Hélène, pourquoi es-tu mouillée ?» Sa question innocente m'a fait m'arrêter. J'ai regardé dans ses yeux, les yeux d'Étienne, comme ceux de Léo, et j'ai essayé de sourire. « Je suis tombée dans la piscine, ma chérie. Ce n'est pas grave. Comme une sirène. » A-t-elle demandé, avec une franchise enfantine. « Oui, comme une très vieille sirène, » a répondu Jean-Pierre pour moi avec un rire forcé. « Grand-mère doit rentrer à la maison pour se sécher. » Léo a lancé un regard noir à son père, mais il n'a rien dit. Nous avons continué notre chemin vers la voiture. Chaque pas faisait mal à mes articulations gelées. Mes vêtements mouillés collaient à ma peau, me faisant frissonner malgré la chaleur. Jean-Pierre a ouvert la portière du passager. « Attends », a dit Léo. « Je vais chercher une serviette sèche à mettre sur le siège. »« Ne fais pas d'histoire », a dit Jean-Pierre. « La voiture survivra. » Je suis montée dans la voiture, sentant l'eau de mes vêtements s'infiltrer dans le siège en cuir. Une autre petite humiliation dans la chaîne des événements d'aujourd'hui. Léo s'est penché par la fenêtre ouverte. « Je t'appellerai demain grand-mère », a-t-il promis. « Je prendrai de tes nouvelles. » J'ai hoché la tête reconnaissante de son inquiétude, mais trop épuisée pour le mettre en mots. Jean-Pierre s'est mis au volant et a démarré la voiture. Nous nous sommes éloignés sous les regards des invités rassemblés dans l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas voir leur visage curieux, indifférent ou pire apitoyé. Nous avons roulé en silence. Je frissonnais de plus en plus, mes vêtements mouillés, me glaçant même dans la voiture chaude. « Mets le chauffage, s'il te plaît », ai-je demandé. « En juin ?» Jean-Pierre m'a regardé comme si j'étais folle. « Tu as froid. »« Je suis trempée jusqu'aux os et je gèle », dis-je en essayant de garder ma voix stable. Il a soupiré, mais a mis le chauffage. « Écoute, maman, athée. » Il commençait après une pause. « C'était juste une blague. » Tout le monde riait. « Si seulement tu avais ri avec tout le monde au lieu de faire un drame. » Je suis restée silencieuse, regardant par la fenêtre les maisons qui défilaient, si propres, si identiques, comme les gens qui y vivaient. « Tout le monde passait un bon moment », a poursuivi Jean-Pierre. « Chloé avait travaillé si dur pour organiser la fête, et tu as tout gâché avec ta réaction excessive. » Je me suis tournée vers lui, sentant la colère monter en moi chaude, malgré le froid. « Tu m'as poussée dans la piscine, Jean-Pierre. Ta mère de 83 ans avec de l'arthrite et un appareil auditif. C'était une petite poussée à thé, il objectait. Et c'était une piscine peu profonde. Tu exagères toujours tout. J'aurais pu me cogner la tête sur le bord. J'aurais pu me noyer. Mon appareil auditif est fichu. Tu vois, tu dramatises. Ce n'est pas grave. Et je t'achèterai un nouvel appareil auditif. » Il a dit cela sur le ton d'un homme offrant une grande générosité, comme s'il n'était pas la cause de la casse. Le reste du trajet s'est fait en silence. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant ma maison, Jean-Pierre n'a pas coupé le moteur, signe clair qu'il n'allait pas entrer. « Tu t'en sortiras, athée ?» il demandait formellement. « Comme toujours », ai-je répondu en ouvrant la portière. Je suis sortie de la voiture grelottant, toujours dans mes vêtements mouillés. Jean-Pierre n'a même pas attendu que j'arrive à la porte.
Il est parti dès que j'ai fermé la portière de la voiture. Debout sur le seuil de ma maison, je me sentais comme une naufragée mouillée grelottante, jetée sur le rivage d'une vie qui continuait sans moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé, ai-je même besoin de revenir à cette vie, à une famille où je n'étais ni respectée, ni appréciée, ni aimée. J'ai passé les 3 premiers jours après l'incident de la piscine au lit. Le froid m'a attaqué avec une férocité que seule une personne de mon âge peut comprendre. Forte fièvre, frisson, mal de gorge, et une toux qui semblait déchirer mes vieux poumons. Mais l'inconfort physique n'était rien comparé à la douleur du cœur. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai examiné mon corps couvert de bleu-violet, foncé sur mes cuisses vert jaunâtres sur mes bras. La peau, à mon âge, est aussi fine que du papyrus et tout aussi facilement endommagée. La hanche que j'avais heurtée contre le bord de la piscine était enflée et me faisait mal à chaque mouvement. L'arthrite aggravée par l'eau froide avait transformé mes articulations en poche de douleur lancinante, constante. L'appareil auditif, comme je l'avais soupçonné, était irrémédiablement endommagé. Le monde autour de moi est devenu assourdi comme si j'étais sous une cloche de verre. Je pouvais entendre les bruits forts, la sonnerie du téléphone, les coups à la porte, mais la parole normale devenait un fouillis marmonné. Je me suis surprise à penser que c'était peu, être mieux ainsi. Au moins je n'entendrais pas les commentaires dérisoires de Jean-Pierre ou le ton condescendant de Christine. Le 4e jour, je me suis forcée à me lever et à m'habiller. Chaque mouvement résonnait de douleur, mais je ne pouvais pas me permettre le luxe de l'inaction. 83 ans m'avaient appris une chose, si vous vous abandonnez à la maladie ou à la vieillesse, ne serait-ce qu'un jour de plus que nécessaire, elles peuvent vous prendre des semaines ou des mois de votre vie. J'avais travaillé sur des chantiers, avec des fractures, avec la malaria, avec des coups de soleil, couvrant chaque centimètre de peau exposée. Je n'allais pas laisser quelques bleus et un rhume me battre. J'ai préparé un thé fort avec du miel et du citron, une recette que ma mère utilisait encore, et je me suis assise au bureau. La réponse à Harris était toujours là, inachevée. Je l'ai relue et j'ai grincé des dents en voyant quelques fautes de frappe. Mes doigts tordus par l'arthrite et tremblants de faiblesse luttaient avec les touches de la machine à écrire. Le téléphone a sonné alors que j'étais à mi-chemin de la page. Le son était assez fort pour que je l'entende même sans appareil auditif. Le nom de Léo est apparu sur l'écran. Grand-mère. Sa voix était étouffée, mais je pouvais encore distinguer les mots. Comment te sens-tu? J'ai connu des jours meilleurs, ai-je répondu honnêtement. Mais je survivrai. Je voulais passer, mais j'ai été submergée de travail. Je suis désolée. Son excuse semblait sincère. Et j'ai ressenti une pointe de culpabilité de l'avoir involontairement comparé à Jean-Pierre, qui n'avait pas appelé une seule fois depuis ce jour. Ce n'est pas grave, mon chéri. Je vais bien. Papa a dit que tu refusais de prendre ses appels. J'ai souri amèrement. Bien sûr, Jean-Pierre l'avait présenté comme si j'étais une vieille femme rancunière, ignorant ses tentatives de réconciliation. En réalité, il n'avait pas appelé. Il est difficile de répondre à des appels qui n'ont pas eu lieu, ai-je dit. Et de toute façon, mon appareil auditif est cassé. Je t'entends à peine. J'avais oublié ça. Papa dit qu'il t'en achètera un nouveau. Il dit beaucoup de choses. Il y eut une pause gênée. Je savais que Léo était dans une position difficile entre son père et sa grand-mère. Il essayait toujours de rester neutre dans nos conflits, ce qui, compte tenu du caractère de Jean-Pierre, était une sage décision. « Tu as un gros rhume ?» Léo a changé de sujet. « Ce n'est rien de grave, juste un rhume. À mon âge, toute infection ressemble à la fin du monde, mais j'ai connu pire. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, grand-mère. C'était une blague cruelle. » Ces mots, la première admission que ce qui s'était passé n'était pas un amusement inoffensif, m'ont fait monter les larmes à mes yeux. Je les ai rapidement clignés, même si Léo ne pouvait pas me voir. « Merci, mon chéri. Cela signifie beaucoup pour moi. » Nous avons parlé encore un peu de son travail, de sa petite amie Rachel, de ses projets pour l'été. Quand nous avons fini de parler, je me sentais un peu mieux. Au moins un membre de la famille me voyait comme une personne, pas comme un fardeau. À la fin de la semaine, j'étais presque remise de mon rhume, bien que mon arthrite me tourmentait toujours plus que d'habitude. J'ai décidé qu'il était temps de me procurer un appareil auditif. Mon audiologiste, le Dr Chen, ne pouvait pas me voir avant 3 jours, mais j'en étais reconnaissante. Il s'est avéré que mon ancien appareil auditif était irréparable
et qu'un nouveau coûterait 2 000 €. L'assurance ne couvrait qu'une petite partie du montant. « Nous pouvons vous proposer un paiement échelonné professeur Dubois », a dit l'assistante en passant la commande. Professeur Dubois, ce titre me réchauffait toujours le cœur. Un rappel d'une époque où mon expertise était valorisée, où je n'étais pas seulement la vieille maman, mais une scientifique respectée. J'ai signé un chèque pour la compte et j'ai fixé une date pour ma prochaine visite afin de faire régler le nouvel appareil. Dans le taxi qui me ramenait à la maison, je réfléchissais à ce que je devais faire à propos de Jean-Pierre. Une partie de moi voulait simplement laisser la situation de côté, prétendre que rien ne s'était passé pour maintenir l'apparence d'une relation familiale. Mais l'autre partie, la même, qui me poussait à continuer de creuser quand tout le monde était prêt à abandonner, exigeait une conversation. La solution est venue sous la forme d'une sonnerie de porte un dimanche matin. Je venais de finir mon petit déjeuner quand j'ai entendu un son étouffé. En m'appuyant sur ma canne, je me suis lentement dirigée vers la porte, grimaçant de douleur à la hanche. Jean-Pierre se tenait sur le seuil. Il tenait un sac en papier qu'il m'a tendu dès que j'ai ouvert la porte. « Salut maman, je t'ai apporté des brioches de chez Parker, celles à la cannelle que tu aimes. » C'était sa façon de s'excuser non pas avec des mots, mais avec des gestes qui pouvaient être interprétés comme il le voulait. J'ai accepté le paquet et j'ai reculé, lui permettant d'entrer. « Tu as meilleure mine, a-t-elle remarqué en entrant dans le salon. Léo a dit que tu étais malade. »« Un rhume ?» ai-je répondu brièvement. « C'est ce qui arrive quand on se mouille dans une piscine. » Jean-Pierre a plissé le nez mais a ignoré l'insinuation. « Je t'ai appelé plusieurs fois. Mon appareil auditif est cassé, je n'entends pas les appels à moins d'être près du téléphone. »« Oh oui !» Il a eu le culot d'avoir l'air surpris. « J'ai oublié. Je dois t'en acheter un nouveau. »« Déjà commandé, ai-je dit. Je l'aurai dans 1 semaine. Combien ça coûte ? » ?»« Je vais le payer. » J'ai regardé attentivement mon fils. Il évitait mon regard étudiant les photos sur le mur, comme s'il les voyait pour la première fois. « 2 000 €, ai-je répondu. Jean-Pierre a sifflé. « Waouh, ce n'est pas donné. Peut être qu'il y a des options plus simples. » C'est l'option simple, Jean-Pierre. Un bon appareil auditif coûte 5 000 € et plus. D'accord, il m'a finalement regardé. « Je te fais un chèque. »« Pas la peine, ai-je dit. J'ai déjà fait le premier versement et j'ai arrangé un paiement échelonné. »« Maman, ne sois pas bête, laisse-moi payer. Après tout, c'est... » Il a bafouillé. « De ta faute. » Ai-je terminé pour lui. Jean-Pierre a soupiré avec cette expression particulière que je connaissais trop bien. Un mélange d'irritation et de condescendance. Ça y est, on recommence. Combien de drames peut-on faire pour une stupide blague ? Une stupide blague ? Je sentais la colère monter en moi. Tu m'as poussé dans la piscine, Jean-Pierre. Ta mère de 83 ans avec de l'arthrite. C'était une petite poussée. Et tout le monde a ri. Si seulement tu avais ri avec tout le monde au lieu de faire une scène. Une scène, je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai failli me noyer. N'exagère pas, maman. La piscine de Chloé fait 1,20 m de profondeur. Il est impossible de s'y noyer. Pour une personne en bonne santé, oui. Pour une vieille femme avec de l'arthrite qui ne peut pas sortir seule, Jean-Pierre a secoué la tête comme s'il parlait à une enfant inintelligente. Tu dramatises toujours tout. Tu fais toujours une montagne de tout. Tu te souviens de l'hystérie que t'as faite quand j'ai accidentellement cassé ce truc en argile d'Égypte. Ce truc en argile était daté du 2e millénaire avant J.C. Ai-je contré. Il était d'une valeur historique inestimable. Tu vois, c'est toujours la même chose. Tout ce qui a à voir avec tes os et tes tessons est plus important que les gens vivants, plus important que ton propre fils. J'ai fermé les yeux, sentant la vieille douleur remonter des profondeurs de ma mémoire. Jean-Pierre nous avait toujours accusés, Étienne et moi, d'aimer l'archéologie plus que lui, de le traîner sur des expéditions. Au lieu de vivre une vie normale, de le mettre dans l'embarras devant ses amis avec nos conversations étranges sur les civilisations anciennes. Nous t'avons toujours fait passer en premier, Jean-Pierre, dis-je doucement, même quand cela signifiait abandonner des expéditions importantes ou des projets prometteurs. Vraiment. Sa voix dégoulinait de sarcasme. Et ton 13e anniversaire, quand toi et père êtes partis en Turquie pour des fouilles, ou ta remise de diplôme du bac à laquelle vous êtes arrivés, avec 2 heures de retard parce que père a insisté pour que vous alliez dans un fichu musée, je voulais protester, lui rappeler que pour son 13e anniversaire, nous lui avions organisé un voyage à Disneyland
et que nous étions en retard à sa remise de diplôme à cause d'un vol retardé, pas d'un musée. Mais je savais que c'était inutile. Au fil des ans, Jean-Pierre avait construit sa propre version de notre histoire familiale, où il était la victime. Et Étienne et moi étions les parents sans cœur qui favorisaient leur carrière au détriment de leur fils. « D'accord », a dit Jean-Pierre, voyant que je ne parlais pas. « Ne remuons pas le passé. Je suis venu m'excuser. C'était la chose la plus proche d'une véritable excuse que je pouvais attendre de lui. Excuse acceptée, ai-je répondu formellement. Bien. Il a souri avec un soulagement évident. Alors l'affaire est réglée. Christine t'invite à dîner dimanche prochain. Rien de spécial, juste un dîner de famille. La pensée d'être assise à table avec Christine me regardant avec son regard évaluateur me fit frissonner intérieurement, mais j'ai hoché la tête. D'accord, je serai là. Super, je passerai te prendre à 10 à 8 heures. Jean-Pierre est parti peu après, me laissant avec un sac de brioches que je n'avais jamais particulièrement aimé, et le sentiment qu'une conversation qui aurait dû éclaircir les choses n'avait fait que les aggraver. Le dîner chez Jean-Pierre et Christine fut exactement ce à quoi je m'attendais, tendu et gênant. Christine avait préparé un poulet rôti sec et sans saveur, mais j'ai poliment complimenté ses talents culinaires. Jean-Pierre a parlé de son travail, de la nouvelle voiture qu'il prévoyait d'acheter, des problèmes avec l'entrepreneur qui réparait leur toit, des sujets quotidiens ordinaires qui ne nécessitaient ni réflexion profonde, ni engagement émotionnel. À un moment donné, la conversation a porté sur ma santé. « Comment va ton audition, Hélène ?» demanda Christine, en se servant de la salade. « Jean-Pierre me dit que tu as commandé un nouvel appareil auditif. »« Oui, je l'aurai la semaine prochaine. »« Ça doit être frustrant de ne pas pouvoir entendre correctement, » dit-elle avec une fausse sympathie. « Je m'en accommode, » ai-je répondu. Heureusement, je passe la plupart de mon temps seul, donc je n'en souffre pas trop. En parlant de temps seul, intervint Jean-Pierre. Christine et moi pensions peu. Être devrais-tu envisager une maison de retraite? J'ai failli m'étouffer avec un morceau de poulet. Une maison de retraite. Pas maintenant, bien sûr, ajouta précipitamment Jean-Pierre. Mais à long terme. Tu ne rajeunis pas, maman. Et depuis l'incident de la piscine, Christine et moi nous inquiétons pour ta sécurité. Une sollicitude étonnante, dis-je sèchement, surtout de la part de l'homme qui m'a poussé dans cette piscine. Tu vois ? Jean-Pierre se tourna vers Christine. Elle ne peut toujours pas laisser tomber. Hélène. Christine se pencha vers moi par-dessus la table. Beaucoup de gens de ton âge vivent dans des maisons de retraite. Tu seras prise en charge par des professionnels là-bas. Tu seras en sécurité. Et vous n'aurez pas à vous soucier de moi, ai-je ajouté en la regardant droit dans les yeux. Quelle solution pratique. Tu n'es pas juste, se redressa Christine, offensée par ma franchise. Nous pensons à ton bien, être. Mon bien, être est parfaitement assuré dans ma propre maison. Merci. Mais si tu tombes, ou si tu tombes malade, insista Jean-Pierre, qui t'aidera? J'ai un système d'appel d'urgence que tu as installé toi-même et les voisins veillent sur moi tous les jours. Ce n'est pas la même chose que des soins professionnels, a objecté Christine. Je n'ai pas encore besoin de soins professionnels. L'ai-je coupé? Je suis complètement autonome. Pour l'instant, oui, a concédé Jean-Pierre. Mais cela pourrait changer très rapidement, et quand ce sera le cas, nous voulons être prêts. J'ai posé ma fourchette, perdant soudainement l'appétit. J'apprécie votre inquiétude, dis-je, en essayant de garder ma voix calme. Mais c'est à moi de décider où et comment je vais vivre. Tant que je suis saine d'esprit et capable de prendre soin de moi, je resterai dans ma maison. Christine et Jean-Pierre ont échangé un regard, cet échange silencieux spécial entre époux qui exclut tous les autres. Je pouvais voir la condescendance dans leurs yeux, la certitude qu'ils avaient raison. Ils avaient déjà décidé de mon sort pour moi, attendant juste le bon moment pour le concrétiser. « Bien sûr, maman, a finalement dit Jean-Pierre. C'est ta décision. Nous voulions juste que tu saches ce que nous pensions. » Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence gêné, ponctué seulement de petites conversations sur le temps et les dernières nouvelles. Quand Jean-Pierre m'a ramené à la maison, j'ai ressenti un immense soulagement en franchissant le seuil de ma porte. Assise dans mon fauteuil préféré, avec une tasse de thé chaud, je pensais au contraste entre l'attitude envers mon âge dans ma famille et dans le monde universitaire. Pour Jean-Pierre et Christine, j'étais une vieille femme infirme, ayant besoin de surveillance et potentiellement d'être placée dans une maison de retraite. Pour Harris Wilmot et ses collègues, j'étais une source précieuse de connaissances et d'expériences dont l'opinion pouvait changer la compréhension de toute une époque.
La lettre d'Aris était posée sur la table à côté de mon fauteuil. Je l'ai relue savourant le ton respectueux, la référence à la professeure Dubois, la reconnaissance de mes mérites et de mon expertise. C'est ainsi que les personnes âgées devraient être traitées non pas comme un fardeau, mais comme un trésor de sagesse et de connaissance. Je me suis souvenu d'une conférence au Caire il y a 5 ans, quelques mois avant la mort d'Étienne. De jeunes archéologues faisaient la queue pour me parler, pour poser des questions, pour obtenir des conseils. Des professeurs d'université de premier plan citaient mes travaux dans leurs discours. Le conservateur du musée du Caire nous avait personnellement fait visiter Étienne, et moi les réserves montrant des artefacts non accessibles aux visiteurs ordinaires. Et maintenant mon propre fils pense que je suis incapable de vivre seul. L'ironie amère de la situation ne m'a pas échappé. Ceux qui ne me connaissaient que par mes travaux et ma réputation m'estimaient plus que ceux qui auraient dû m'aimer simplement pour ce que j'étais. Pour la première fois, je me suis permis d'admettre la vérité. Je n'obtiendrai jamais le respect que je méritais de la part de Jean-Pierre, ni en tant que scientifique, ni en tant que mère. Pour lui, je serai toujours celle qui a choisi sa carrière, plutôt que sa famille qui l'a mis dans l'embarras devant ses amis, qui n'a pas vécu comme les gens normaux. Et aucune avancée, aucune découverte ayant changé la compréhension de l'histoire humaine ne changera cela. Cette prise de conscience était douloureuse, mais aussi libératrice. Je n'avais plus à essayer de gagner son approbation ou son respect. Je pouvais simplement être moi, Hélène Dubois, archéologue et exploratrice, une femme qui avait vu plus d'histoire de ses propres yeux que la plupart des gens n'en lisent dans les livres. J'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire une réponse à Aris. Mes doigts, recroquevillés par l'arthrite, bougeaient lentement mais sûrement. Je n'entendais peu, être pas correctement. J'avais peu, être du mal à me déplacer sans canne. J'avais peu, être besoin de lunettes de lecture, mais mon esprit était plus vif que jamais. Et il y avait des gens dans ce monde qui appréciaient cela. La décision n'est pas venue comme une révélation soudaine, mais comme une prise de conscience tranquille. Tout comme un archéologue retire lentement couche après couche pour atteindre la vérité cachée dans le sol, je me libérais lentement des illusions sur ma famille. L'incident de la piscine n'a été que le catalyseur d'un processus qui avait commencé il y a longtemps. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une clarté de pensée extraordinaire. Je ne passerai plus le reste de mes jours à essayer de gagner le respect de ceux qui sont incapables de le donner. Jean-Pierre, Christine, Chloé, ils ne me verront jamais pour la personne que je suis. Pour eux, je serai toujours un fardeau, une vieille femme excentrique dont il faut s'occuper et qu'il faut ignorer. J'ai composé le numéro de Jean-Pierre, déterminé à ne pas retarder l'inévitable. « Maman » a-t-il répondu, après la 3e sonnerie, sa voix semblant surprise. Je ne l'appelais généralement pas attendant ses visites hebdomadaires. Quelque chose ne va pas. Rien d'urgent, ai-je répondu. Je voulais juste te faire savoir que je ne pourrais pas venir déjeuner dimanche prochain. Pourquoi? Il semblait agacé. Nous avions un accord. J'ai d'autres projets. Quels autres projets? Il n'a pas essayé de cacher son incrédulité. Dans son monde, une femme de 83 ans ne pouvait pas avoir d'autres projets que des événements familiaux. Je commence à travailler sur le catalogage de ma collection, ai-je répondu. Cela va prendre tout mon temps dans les semaines à venir. Le catalogage. Tu veux dire ces vieux tessons que tu gardes au sous-sol. J'ai serré le combiné plus fort, retenant mon irritation. Ce ne sont pas de vieux tessons, Jean-Pierre. Ce sont des artefacts archéologiques dont beaucoup ont une valeur scientifique importante. Et c'est plus important qu'un dîner dominical avec ta famille. Pour le moment, oui. Il y eut une pause. Je pouvais imaginer son visage un mélange d'agacement et de perplexité. Est-ce que c'est à propos de cette discussion sur la maison de retraite, a-t-il finalement demandé, si c'est le cas, Christine et moi ne faisions que suggérer une option. Personne ne va t'y forcer. Ce n'est pas la question, Jean-Pierre. J'ai simplement décidé de me concentrer sur le travail qui m'a toujours inspiré. À ton âge, le scepticisme dans sa voix était presque palpable. Mon âge n'a rien à voir avec mes connaissances et mon expérience, ai-je répliqué. D'ailleurs, j'ai reçu une invitation pour donner une conférence au musée local. Il s'avère que le directeur a lu mes travaux à l'université. Le musée. Ce petit musée d'histoire locale en ville, Jean-Pierre a ricané. Il ne pouvait sûrement pas se permettre un vrai expert.
Ces mots étaient censés piquer, mais j'ai constaté qu'ils glissaient sur la surface de mon esprit sans pénétrer plus profondément. L'opinion de Jean-Pierre n'avait plus l'importance que je lui avais accordée. Peut, être, ai-je convenu neutrement. En tout cas, je serai occupée pour les prochaines semaines. Transmets mes excuses à Christine. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. C'était un petit acte de défi, mais il m'a donné un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis longtemps. Le sous-sol de ma maison était mon musée personnel. Étienne avait insisté pour que lorsque nous avons acheté la maison à Saint-Germain-en-Laye, nous en choisissions une avec un sous-sol sec et bien isolé pour notre collection. Ici, sur des étagères et dans des armoires spéciales avec des tiroirs, nous conservions les témoignages de ma vie. Fragments de poterie, petites statuettes, perles pointes, de flèches, pièces de monnaie, tout ce qu'Étienne et moi avions collecté au fil des ans. Chaque objet était soigneusement emballé, étiqueté avec le lieu et la date de la découverte. Descendre les escaliers raides du sous-sol était un défi, mais j'y suis parvenue en me tenant fermement à la rampe. Quand j'ai allumé la lumière, je suis restée figée un instant, submergée par une vague de souvenirs. Ici, parmi ces objets anciens, je sentais la présence d'Étienne plus fortement que nulle part ailleurs. À côté, une lampe avec une loupe, une aide indispensable pour des yeux qui n'étaient plus aussi vifs qu'autrefois. La première chose que j'ai sortie fut le vieil ordinateur portable. Étienne avait insisté pour l'acheter peu avant sa mort, me convainquant qu'un catalogue numérique serait plus durable qu'un catalogue papier. J'ai allumé l'ordinateur ayant quelques difficultés à me souvenir du mot de passe. Créant un nouveau fichier, j'ai commencé à décrire méthodiquement le premier artefact. Une figurine en argile d'une déesse de la fertilité trouvée en Anatolie en 1974. Le travail était lent. Mes doigts tordus par l'arthrite se déplaçaient maladroitement sur le clavier. Je faisais souvent des fautes de frappe que je devais corriger, mais je prenais mon temps. J'avais tout le temps du monde, ou du moins tout le temps qu'il me restait à vivre. À la fin de la journée, je n'avais décrit qu'une douzaine d'objets, mais je me sentais satisfaite du travail accompli. Ce catalogue deviendrait mon héritage, une façon de préserver les connaissances que j'avais accumulées au cours d'une longue vie en archéologie. Peut être qu'un jour, cette collection se retrouvera dans un vrai musée où de nouvelles générations d'étudiants pourront étudier ces artefacts comme je l'avais fait autrefois. Les jours se sont fondus en semaines. Je me suis établi une routine. Travailler sur le catalogue le matin, écrire une réponse à Harris l'après-midi et lire les dernières revues d'archéologie auxquelles je m'abonnais malgré leur coût le soir. Je ne sortais de la maison que pour rendre visite au docteur Chen pour mon nouvel appareil auditif et pour les courses hebdomadaires. Jean-Pierre a appelé 2 fois. La première fois, c'était pour me faire savoir que Chloé s'était offensée de mon refus de venir déjeuner. La seconde, c'était pour me rappeler de payer la facture d'électricité, comme si je pouvais oublier des choses aussi banales. Les 2 conversations ont été courtes et formelles. Je n'ai pas posé de questions sur sa vie. Il ne s'intéressait pas à la mienne. Un appel de la directrice du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain, en Laye, fut une surprise. La Dre Margaret Phelps, une femme énergique d'une 50aine d'années, s'est présentée et, sans beaucoup de préambule, est allée droit au but. Professeur Dubois, nous sommes honorés de vous avoir comme habitante de notre ville, a-t-elle dit. J'ai lu vos travaux sur la poterie mésopotamienne pendant mes études supérieures. Vos recherches sur l'influence des routes commerciales, sur la diffusion des techniques de poterie étaient révolutionnaires. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Elle parlait d'un article publié il y a 30 ans, mais en discutait comme s'il s'agissait d'un travail récent. « C'est très aimable à vous, Dre Phelps », ai-je répondu. « Appelez-moi Margaret. » Et ce n'est pas une courtoisie, c'est un fait. C'est exactement la raison de mon appel. Nous organisons une série de conférences sur les trésors des civilisations anciennes pour les lycéens et les étudiants. Ce serait merveilleux si vous acceptiez de donner une conférence sur votre travail en Mésopotamie. J'ai été confuse un instant. Cela faisait de nombreuses années que je n'avais pas donné de conférence publique.
Serais-je encore capable de retenir l'attention d'un public? Ma mémoire me ferait-elle défaut lorsque je raconterais les événements d'il y a un demi-siècle? Je ne suis pas sûre, ai-je commencé. Vous aurez tout le temps de vous préparer, a ajouté rapidement Margaret. La conférence est prévue pour le 15 du mois prochain et nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin, un projecteur de diapositives, un microphone de LED pour la présentation. La pensée de replonger dans le monde de l'archéologie universitaire était tentante. Partager mes connaissances avec de jeunes esprits, voir dans leurs yeux le même feu de la curiosité qui brûlait autrefois dans les miens. Je le ferai, dis-je me surprenant moi-même, par la détermination de mon ton. Merveilleux, s'est exclamée Margaret. Je vous enverrai tous les détails par email. Vous avez une adresse email, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu légèrement offensée par la suggestion que je puisse être si arriérée technologiquement. J'utilise le courrier électronique depuis 20 ans. Margaret a ri. Je suis désolée, je ne voulais pas vous offenser, c'est juste que certains de mes collègues de votre génération préfèrent les méthodes de communication traditionnelles. Nous avons échangé nos adresses e-mail et j'ai raccroché me sentant pleine d'énergie. La conférence à venir me donnait un nouveau but, un nouvel axe pour mon travail. J'ai immédiatement commencé à passer en revue les sujets et approches possibles dans mon esprit. Devrais-je parler de nos découvertes à Tel Khalafa ou me concentrer sur le sujet plus large des routes commerciales de l'âge du bronze? Immergée dans ces pensées, j'ai à peine entendu la sonnette de la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Léo sur le seuil. « Grand-mère !» Il a souri, mais je pouvais voir de l'inquiétude dans ses yeux. « Je peux entrer. » J'ai reculé, le laissant entrer. Léo est entré dans le salon et s'est assis sur le canapé, tapotant nerveusement ses doigts sur son genou, un geste qu'il avait hérité d'Étienne. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Ça fait longtemps. »« Je vais bien » ai-je répondu en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. Je travaille sur le catalogage de la collection et j'ai reçu une invitation pour donner une conférence au musée. Vraiment, c'est super. Son enthousiasme semblait sincère. Sur quoi portera la conférence? Je n'ai pas encore décidé. Probablement sur nos fouilles en Mésopotamie. Celle où toi et grand-père avez trouvé la tombe royale. J'ai souri touchée qu'il se souvienne de cette histoire. Exactement. Léo a hoché la tête, mais son visage est devenu sérieux. Grand-mère, je suis venue parler de papa. Il s'inquiète que tu prennes tes distances avec la famille. J'ai soupiré. Bien sûr, Jean-Pierre ne pouvait pas simplement accepter ma décision. Il devait envoyer un éclaireur, en l'occurrence Léo, pour savoir ce qui se passait. Je ne prends pas mes distances, Léo. Je me concentre simplement sur le travail qui compte pour moi. Mais tu refuses de venir au dîner de famille? Tu ne prends pas les appels de Chloé? Chloé a appelé. C'était nouveau pour moi. Léo a eu l'air embarrassé. Eh bien, pas vraiment. Elle a demandé à papa de te demander si tu venais à la fête d'anniversaire de Léa le mois prochain. Et papa m'a demandé à moi. Il a dit qu'il l'avait fait, mais tu as dit non. J'ai secoué la tête. Typique de Jean-Pierre. Créer une histoire qui me fait paraître coupable, et lui un fils attentionné. Il ne m'a pas demandé Léo. Mais s'il l'avait fait, j'aurais vraiment dit non. Pourquoi? Léo avait l'air sincèrement perplexe. Léa serait triste. Elle a demandé de tes nouvelles. J'en doute, ai-je répondu sèchement. La dernière fois que j'ai vu Léa, elle me reconnaissait à peine. Chloé s'est assurée que je ne joue pas un rôle important dans la vie de son arrière-petite-fille. Léo a baissé les yeux sans argumenter. Il savait que je disais la vérité. Écoute, grand-mère, je me rends compte que papa peut parfois être difficile. Et ce qui s'est passé au barbecue était inacceptable. Mais il traverse une période difficile en ce moment. Des problèmes de travail. Christine n'est pas contente de leur situation financière. Et cela justifie son comportement, ai-je interrompu. Le fait qu'il traverse une période difficile lui donne le droit de m'humilier devant toute la famille. Non, bien sûr que non. Léo avait l'air bouleversé. Je n'essaie pas de lui trouver des excuses, juste d'expliquer. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Je sais, ai-je convenu plus doucement. Il était autrefois un petit garçon qui suivait son père sur les fouilles, posant 1 million de questions. Un garçon qui voulait être archéologue comme nous. Qu'est-ce qui a changé? A demandé Léo doucement. Je me suis demandé. C'était une question que je m'étais posée de nombreuses fois au fil des ans. Je ne sais pas avec certitude. Peu,
être la pression des pères à l'adolescence. Peu, être qu'il a simplement décidé que nos vies étaient trop instables, trop différentes de ce qu'il voyait dans les familles de ses amis. J'ai haussé les épaules. À un moment donné, il a commencé à avoir honte de nous, de notre travail, de notre style de vie. Et cette honte s'est finalement transformée en mépris. Léo était silencieux, digérant mes paroles. Puis il s'est penché en avant, prenant mes mains dans les siennes. « Grand-mère, je ne te demande pas de pardonner à papa ou de faire comme si rien ne s'était passé. Mais être que tu pourrais, je ne sais pas, lui donner une autre chance, pour le bien de la famille. » J'ai regardé dans ses yeux, les yeux d'Étienne, honnêtes et directs. Léo voulait sincèrement la réconciliation, voulait que sa famille soit entière. Mais il ne réalisait pas que certaines fractures ne pouvaient pas être guéries par un simple pardon. « Je ne renonce pas à toi, Léo, » dis-je doucement. « Tu peux toujours venir me voir, m'appeler, m'écrire. Mais pour ce qui est de Jean-Pierre et des autres, je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien, que leur traitement ne me blesse pas à chaque fois que nous nous voyons. » « Ils ne veulent pas te blesser, » a objecté Léo. « Ils ne comprennent tout simplement pas. Ils ne comprendront jamais, » ai-je terminé pour lui. C'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur les aspects de ma vie qui m'apportent de la joie et pas de la douleur. Sur l'archéologie, sur mes recherches, sur les gens qui me voient comme une scientifique au lieu d'une vieille femme sans défense. Léo avait l'air contrarié, mais n'a pas argumenté davantage. Il savait que j'avais raison, même s'il ne voulait pas l'admettre. « Que dois-je dire à papa ?» a Théi finalement demandé. « La vérité, ai-je répondu. Que j'étais vivante et en bonne santé et que je faisais mon travail. Que je n'avais pas disparu et que je n'allais pas mourir de solitude. J'ai juste choisi de passer le temps qu'il me restait avec dignité et respect de moi-même. » Léo a hoché la tête, bien que je puisse voir que ma réponse ne le satisfaisait pas complètement. Il avait espéré un compromis, une solution qui maintiendrait une certaine apparence d'harmonie familiale, mais parfois le prix d'un tel compromis est trop élevé. Quand Léo est parti, je suis retournée à mes journaux de terrain, me préparant pour la conférence à venir. En feuilletant les pages jaunies écrites de mon écriture, plus jeune et plus énergique, j'ai senti le passé revivre. Description de trouvailles, croquis, d'artefacts, notes sur la stratigraphie de la fouille. Tout me ramenait à l'époque où le monde était ouvert à l'exploration, et mon corps était fort et résistant. Quelques jours après la visite de Léo, une invitation formelle est arrivée pour l'anniversaire de Léa. Une belle carte avec l'image d'une princesse. Léa a traversé une phase de princesse, comme Chloé l'avait fait autrefois, et une inscription calligraphiée qui disait « Bienvenue à la fête du 5e anniversaire de Léa ». En bas, la main de Chloé avait ajouté « Nous espérons que tu pourras venir grand-mère. Léa adorerait te voir. » J'ai mis l'invitation de côté, ne ressentant ni joie ni excitation. Si j'y allais, Chloé serait tendue, craignant que je dise ou fasse quelque chose d'embarrassant. Jean-Pierre surveillerait chacun de mes mouvements, prêt à intervenir et à aider à tout moment. Christine échangerait des regards entendus avec les autres adultes pendant que je parlais. Et Léa. Léa me connaît à peine grâce aux efforts de sa mère. Ce même jour, un email est arrivé de Margaret Phelps confirmant la date de ma conférence au musée, le 15 du mois prochain. J'ai ouvert mon calendrier et j'ai noté la date. Puis j'ai jeté un coup d'œil à l'invitation à la fête d'anniversaire de Léa, le 12 du même mois. 2 événements séparés de seulement 3 jours. Normalement, cela n'aurait pas été un problème, mais à mon âge, de telles pressions nécessitaient une planification minutieuse de l'énergie. Le voyage pour l'anniversaire, l'interaction avec ma famille, la tension émotionnelle inévitable, tout cela m'épuiserait au point que je pourrais ne pas être en forme pour la conférence. Le choix n'était pas si difficile. J'ai écrit une réponse polie à Chloé, lui faisant savoir que je ne pourrais malheureusement pas assister à la fête d'anniversaire de Léa en raison d'engagements antérieurs, sans préciser lesquels. Puis j'ai répondu à Margaret, confirmant ma participation à la conférence et demandant plus d'informations sur le format et le public attendu. En fermant mon ordinateur portable, je n'ai ressenti aucun regret, mais un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais des décisions basées non pas sur les attentes familiales ou un sentiment d'obligation, mais sur ce qui était important et précieux pour moi-même. C'était un petit pas hors des sentiers battus, mais il ouvrait la voie à une nouvelle phase de ma vie.
Une phase où je pouvais à nouveau être la professeure Hélène Dubois, archéologue et scientifique, et pas seulement la vieille mère de Jean-Pierre. L'anniversaire de Léa tombait un samedi ensoleillé le 12. Je le savais parce que j'avais vérifié 2 fois la date sur l'invitation avant d'envoyer mon refus. Je le savais aussi parce que mon téléphone a commencé à sonner à 9 heures du matin. D'abord Chloé, puis Jean-Pierre, puis Chloé à nouveau. Je n'ai répondu à aucun des appels. Au lieu de cela, je me préparais pour un symposium d'archéologie qui devait commencer dans 2 heures à la branche régionale du Musée d'archéologie nationale. Margaret m'avait appelée une semaine plus tôt, excitée et joyeuse. Professeur Dubois, j'ai des nouvelles extraordinaires. Après avoir entendu parler de votre prochaine conférence, plusieurs professeurs d'université de premier plan ont exprimé le désir de venir vous rencontrer. Le Musée national a proposé d'organiser un symposium d'une journée en votre honneur. Nous l'appellerons l'héritage de la professeure Hélène Dubois, repenser l'archéologie de la Mésopotamie. J'étais stupéfaite. Un symposium en mon honneur dans une branche du Musée national. Cela semblait presque incroyable. J'ai choisi mon meilleur tailleur bleu marine avec un chemisier en soie ivoire. J'ai épinglé une broche scarabée en argent à mon revers, pas celle que j'avais perdue dans la piscine, mais une autre offerte par mes collègues pour mon 70e anniversaire. J'ai arrangé mes cheveux gris en un chignon soigné et j'ai appliqué un minimum de maquillage. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas seulement vu une vieille femme au visage ridé, mais aussi une archéologue dont les travaux sont encore cités dans les revues scientifiques. Une femme qui avait passé des décennies à découvrir les secrets des civilisations anciennes. Appeler un taxi était plus simple que de discuter avec Jean-Pierre sur la raison pour laquelle j'allais au symposium et non à la fête d'anniversaire de Léa. Le chauffeur était un jeune homme aux manières agréables. Il m'a aidé à monter dans la voiture et à soigneusement placer ma canne sur le siège arrière. « Au Musée national, madame ?» a-t-il demandé en entendant l'adresse. « Y a-t-il un événement important aujourd'hui ?»« Un symposium d'archéologie, » ai-je répondu. « Oh, intéressant. » Il semblait sincèrement intéressé. « Vous vous intéressez à l'archéologie ?» J'ai souri. « On peut dire ça. Je suis archéologue ou je l'ai été pendant la plus grande partie de ma vie. Tout le long du trajet jusqu'au musée, j'ai répondu à ces questions sur les expéditions archéologiques, sur les découvertes les plus intéressantes sur la vie dans les camps de terrain. Il écoutait avec un intérêt si sincère que je me sentais plus jeune et plus énergique. Margaret m'a accueilli à l'entrée du musée. Une femme énergique d'âge moyen dans un tailleur élégant, elle rayonnait d'enthousiasme et de confiance. « Professeur Dubois !» Elle m'a serré la main à 2 mains. « Quel honneur de vous rencontrer enfin en personne. Laissez-moi vous conduire à la salle de conférence. Certains des participants sont déjà arrivés et sont impatients de vous rencontrer. » Elle m'a pris par le bras, m'aidant à monter les marches de marbre de l'entrée principale. Mais elle l'a fait, non pas avec condescendance comme l'avait fait Jean-Pierre, mais avec le soin naturel dû à une invitée. De marque, nous avons traversé lentement un hall spacieux avec de hauts plafonds et des statues antiques. Au fond, nous pouvions voir une affiche de symposium conçue par des professionnels avec une photographie de moi bien retouchée, prise sur les fouilles en Syrie, debout à côté d'Étienne, à l'entrée d'une tombe nouvellement. Découverte. La salle de conférence du musée était impressionnante, une salle spacieuse avec un amphithéâtre et un équipement audiovisuel de pointe. Je m'attendais à voir quelques dizaines de participants, mais la salle était presque pleine. Une centaine de personnes, des professeurs en costume strict, des étudiants, avec des tablettes et des ordinateurs portables, des représentants de revues scientifiques et de fondations de recherche parlaient doucement, feuilletaient les programmes, regardaient les diapositives de présentation. Lorsque nous sommes entrés, les conversations se sont tues. Toutes les têtes se sont tournées dans notre direction. Et puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas du tout. Les gens ont commencé à applaudir. Pas des applaudissements polis et formels, mais des applaudissements sincères et énergiques. Certains se sont même levés. Je suis restée figée dans l'embrasure de la porte stupéfaite. Margaret a souri observant ma réaction. « Je vous avais dit que vous étiez apprécié ici », a-t-elle dit doucement. Les 2 heures suivantes se sont déroulées comme dans un rêve. Le professeur Anderson, un homme aux cheveux gris, avec une réputation impeccable dans le monde universitaire, m'a présenté au public, énumérant mes réalisations scientifiques, comme si j'étais Howard Carter, qui avait découvert la tombe de Toutankhamon.
La Dre Chang, une femme élégante qui dirige un département d'archéologie dans une université prestigieuse, a parlé de la façon dont mon travail avait inspiré une génération de femmes à poursuivre des études d'archéologie. Un jeune professeur d'Oxford a présenté une étude basée sur ma méthodologie de datation de la poterie. Quand ce fut mon tour de parler, je suis montée sur scène avec l'aide d'une canne, sentant mes genoux trembler, non seulement à cause de l'arthrite, mais aussi de l'excitation. Je n'avais pas parlé à ce niveau depuis des années, et si j'oubliais mes pensées, si ma voix était trop faible, si la jeune génération trouvait mes méthodes dépassées. Mais dès que j'ai commencé à parler, tous les doutes se sont évanouis. J'ai parlé de mes fouilles avec Étienne, à Tel Khalafa, de la découverte de la tombe royale, de la façon dont nous avions révisé la datation de tout un complexe archéologique, à cause de l'ornementation unique sur les murs. Les mots coulaient librement comme si j'étais de retour sur le terrain expliquant la stratigraphie de la fouille à mes collègues. Le public écoutait avec une attention absolue. Personne ne bâillait, ne consultait son téléphone ou ne chuchotait. Quand j'ai terminé, il y a eu des applaudissements longs sincères. Plusieurs personnes sont venues avec des questions intelligentes et perspicaces. Une jeune femme, chef d'une expédition en Irak, a demandé de signer un exemplaire de mon livre récemment réédité par une grande maison d'édition universitaire. Votre travail a complètement changé ma compréhension des anciennes routes commerciales. Athée, elle dit en me regardant avec une admiration non dissimulée. Grâce à vous, j'ai pu interpréter correctement nos récentes découvertes. J'ai signé le livre, les larmes aux yeux. Ce moment de reconnaissance, cette affirmation que ma vie, mon travail comptait, était plus précieux que n'importe quelle fête de famille où j'étais considérée comme un fardeau ou un objet de ridicule. La partie formelle du symposium a été suivie d'un élégant buffet dans l'atrium du musée. J'étais assise dans un fauteuil confortable entourée de mes collègues répondant aux questions, partageant des souvenirs, discutant des dernières tendances en archéologie. Personne ne me pressait, personne ne m'interrompait, personne ne regardait sa montre avec impatience, personne ne faisait de remarques condescendantes sur mon âge ou mon état de santé. Ici, je n'étais pas une vieille grand-mère, mais une scientifique respectée dont l'opinion était appréciée. Quand je suis rentrée chez moi après le symposium, je me sentais rafraîchie comme si je m'étais débarrassée du poids de mes années. Même la douleur dans mes articulations semblait moins aiguë. J'ai préparé un thé et je me suis assise dans mon fauteuil préféré, repassant les événements de la journée dans mon esprit. Le contraste entre l'attitude envers mon âge et mon expérience dans ma famille et dans le monde universitaire était frappant. Le téléphone a sonné me sortant de ma rêverie. Le nom de Jean-Pierre est apparu sur l'écran. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, le téléphone a sonné à nouveau, cette fois Chloé. J'ai coupé le son. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs accusations et leurs récriminations pour savoir ce qu'ils diraient. La sonnette a retenti vers 10 à 8 heures. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Jean-Pierre se tenait sur le seuil, le visage rouge de colère. Derrière lui, Chloé se tenait un peu plus loin, les bras croisés sur sa poitrine et les lèvres pincées. « Qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» a commencé Jean-Pierre sans me saluer. « Pourquoi n'es-tu pas venu à la fête d'anniversaire de Léa ?»« Bonjour Jean-Pierre » ai-je répondu calmement. « Bonjour Chloé. Voulez-vous entrer ?» Ils sont entrés dans le salon sans enlever leur manteau cygne clair qu'ils n'avaient pas l'intention de rester longtemps. Jean-Pierre est resté debout bien que je lui ai indiqué le canapé. « Nous t'avons attendu toute la journée » a-t-il poursuivi d'un ton accusateur. Léa a demandé où était son arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'on était censé lui dire? La vérité, ai-je répliqué. Que j'avais d'autres projets. Quels autres projets pourraient être plus importants que l'anniversaire de ton arrière-petite-fille est intervenue Chloé. Sa voix tremblait d'une colère à peine contenue. Il y avait un symposium d'archéologie en mon honneur au Musée national aujourd'hui, ai-je dit. Des experts de premier plan discutaient de mon héritage scientifique. Jean-Pierre a reniflé. Héritage? Quel héritage? Quelques vieux papiers que personne ne lit. En fait, ai-je souligné en gardant mon calme, mon travail est toujours cité dans les principales revues scientifiques. Et à en juger par l'événement d'aujourd'hui, mon héritage inspire une nouvelle génération d'archéologues. Et c'est plus important que ta propre famille, a presque crié Chloé. Plus important que les sentiments d'une enfant de 5 ans, Chloé. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Soyons honnêtes, Léa me connaît à peine.
Tu t'es assuré que je ne joue pas un rôle important dans sa vie. Mes visites ont toujours été rares et brèves sur ton insistance. Ce n'est pas vrai, elle objectait, mais ses joues ont rougi. C'est la vérité absolue, et nous le savons tous. Je me suis tournée vers Jean-Pierre, tout comme nous savons que tu ne me vois pas comme une mère, mais comme un fardeau, un problème à résoudre. Peu être en me mettant dans une maison de retraite. Jean-Pierre a semblé choqué par ma franchise. Maman, tu es injuste, nous nous soucions de toi. Vous vous souciez que je ne compromette pas votre confort, l'ai-je corrigé. Que je me conforme à vos attentes d'une grand-mère convenable, silencieuse, obéissante, reconnaissante pour toute attention. Pour que je ne vous rappelle pas ma vraie vie et mes réalisations que vous n'avez jamais appréciées. C'est ça. Jean-Pierre a secoué la tête. Tout est une question de ressentiment. Tu ne peux pas nous pardonner de ne pas admirer tes grandes découvertes. Non, Jean-Pierre. Il ne s'agit pas de ressentiment. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaître qui je suis. Aujourd'hui, au symposium, des gens qui ne me connaissent que par mon travail ont montré plus de respect pour mon expertise que vous ne l'avez fait au fil des ans. Nous ne nous sommes jamais moqués de toi, s'est indigné Jean-Pierre. Non. Et la piscine Jean-Pierre, le fait que tu aies poussé ta mère de 83 ans dans l'eau, en connaissance de cause de mon arthrite et de mon appareil auditif, le fait que toute la famille ait ri pendant que je me débattais, essayant de ne pas me noyer. Le silence s'est installé. Jean-Pierre et Chloé ont échangé des regards, ne s'attendant manifestement pas à une confrontation aussi directe. C'était une blague. A finalement dit Jean-Pierre, mais sa voix semblait incertaine. Une blague cruelle qui aurait pu se terminer en tragédie, ai-je dit. Et il est révélateur qu'aucun de vous ne se soit excusé sincèrement. Aucun de vous n'a reconnu que c'était mal. Nous ne sommes pas ici pour parler de ça, a essayé de changer de sujet Chloé. Nous sommes ici pour parler de l'anniversaire de Léa. Je veux vous dire que je ne jouerai plus à ce jeu. Ai-je poursuivi ma voix ferme. Je ne ferai pas semblant que nous sommes une famille heureuse et aimante. Je ne me présenterai pas à des événements où je ne suis pas désirée. Je ne tolérerai pas la négligence et le ridicule. Tu renonces à nous ? Chloé avait l'air choquée. Je renonce au rôle que vous m'avez imposé, l'ai-je corrigé. Le rôle de la vieille femme frêle qui devrait être reconnaissante pour toute attention. Je choisis de passer mes dernières années avec dignité, en faisant ce que j'aime entouré de gens qui me voient pour ce que je suis. C'est de la folie à secouer la tête, Jean-Pierre. Tu ne peux pas simplement renoncer à ta famille. Je ne renonce pas à la famille, Jean-Pierre. Je fixe des limites. Si vous voulez me rendre visite en respectant mes intérêts et ma dignité, vous serez toujours les bienvenus. Mais si vous venez pour vous moquer de mon travail ou insinuer que je devrais être dans une maison de retraite, je préférerais que vous ne veniez pas du tout. Il y eut une longue pause. Jean-Pierre m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. Un mélange de colère, de perplexité et peut être une once de respect. « Viens, Chloé », a-t-il finalement dit. Inutile de lui parler quand elle est dans cet état d'esprit. Ils sont partis sans un au revoir, claquant la porte plus fort que nécessaire. Je suis restée dans mon fauteuil, ressentant un étrange mélange d'émotions, amère de la rupture, mais aussi soulagée d'avoir enfin dit la vérité que je cachais depuis si longtemps. Le téléphone a sonné 1 heure plus tard. C'était Léo. « Grand-mère ?» Sa voix semblait inquiète. « Je viens de parler à papa. Il a dit que tu renonçais à la famille. »« Bien sûr, il a dit ça. » ai-je soupiré. Jean-Pierre a toujours été enclin à la dramatisation quand il s'agissait de ses propres sentiments. Que s'est-il vraiment passé ? Je lui ai raconté le symposium, la visite de Jean-Pierre et Chloé, notre conversation. Léo a écouté sans interrompre. « Je te comprends, grand-mère », a-t-il finalement dit. « Vraiment. Mais n'y a-t-il aucun moyen de maintenir le contact même avec Léa ? » « Léo, dis-je doucement. Léa ne me connaît pas. Pour elle, je ne suis qu'une vieille femme qui apparaît parfois aux réunions de famille. Chloé n'a jamais encouragé notre relation. Et franchement, je suis trop fatiguée de me battre pour une place dans la vie de gens qui ne veulent pas de moi. Moi, je veux, a-t-il dit doucement. J'ai toujours voulu. Je sais que oui, mon chéri. Et tu seras toujours le bienvenu dans ma maison. Mais je ne participerai plus à des événements familiaux où je suis considérée comme un fardeau.
Après avoir parlé à Léo, j'ai ressenti un calme étrange. C'était comme si le lourd poids que je portais depuis des années avait enfin été levé. Le lendemain matin, un email est arrivé d'Harris Wilmot. Il écrivait qu'il était à une conférence à Boston où il avait rencontré des collègues qui assistaient au symposium en mon honneur. Ils lui ont parlé de mon intervention et de mes idées sur les découvertes en Syrie. Harris était ravi et m'a invité à Cambridge pour une consultation. Tout frais payé, bien sûr. Votre opinion est inestimable, professeur Dubois, a-t-il écrit. Personne ne connaît mieux que vous la poterie de cette période. Si vous pouvez venir, ce serait un immense honneur pour notre groupe de recherche. Sans réfléchir longtemps, j'ai répondu par l'affirmative. Puis je me suis levée, je me suis dirigée vers la chambre, où ma vieille valise, la même avec laquelle je voyageais en expédition, était rangée dans le placard. Usée, couverte d'autocollants d'aéroports du monde entier, elle était le témoin de mes voyages et de mes découvertes. J'ai commencé à faire mes bagages pour mon voyage à Cambridge. Chaque mouvement faisait souffrir mes articulations, mais je l'ai ignoré. J'ai plié des vêtements, des livres, des photos d'artefacts qui pourraient être utiles pour la discussion. Je travaillais comme je m'étais habituée au fil des années d'expédition, seulement l'essentiel, rien d'inutile. En regardant la valise presque pleine, j'ai ressenti l'amertume d'être séparée de ma famille. Jean-Pierre, malgré tous ses défauts, était mon fils unique. Chloé était ma petite-fille. Léa était mon arrière-petite-fille. Rompre les liens familiaux est toujours douloureux, quelles que soient les circonstances. Mais avec l'amertume, il y avait un sentiment de libération. Je n'avais plus à vivre selon les règles des autres, à endurer la négligence et le ridicule à prétendre que je n'étais pas blessée par des blagues cruelles et des remarques condescendantes. Je pouvais être moi. Pas la mère de Jean-Pierre ou la grand-mère de Chloé, mais la professeure Hélène Dubois, dont le travail avait changé la compréhension des civilisations anciennes. Et en fermant la valise, un clic sonore qui résonnait dans le silence de la maison, j'ai souri. Tu vois, mon enfant, parfois, il ne suffit pas d'un mot ou d'un regard. Parfois, il faut juste choisir son propre chemin, même tard, pour que tout s'apaise.